Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien aujourd'hui avec une journée qui est plutôt mitigée, mais qui a eu vraiment des très bonnes nouvelles au niveau de la crypto-monnaie, dans lequel on a des gros travaux au niveau de la réglementation, on a vraiment des bonnes nouvelles. Bon, je sais, ça ne se voit pas au niveau du graphique, ça ne se voit pas au niveau de votre wallet, mais en tout cas, il y a vraiment des bonnes nouvelles. Même si le Nasdaq et le S&P 500 s'enfoncent, le BTC aussi, ça reste encore une fois des bonnes nouvelles et on va regarder ensemble tout ça. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Cryptolyse, je suis entrepreneur, investisseur et trader crypto et aujourd'hui on va parler Bitcoin et on a une nouvelle qui n'est ni bonne ni mauvaise. On a JP Morgan qui nous explique que le marché des cryptos va certainement rebondir en août. On sait toujours que quand JP Morgan prend une position comme ça, il y a de grandes chances que ce soit l'inverse. Donc on prend beaucoup de recul par rapport à ça, notamment sur le mois d'août qui est rarement positif pour les cryptos, mais peut-être que nous allons avoir un mois d'août qui va être totalement différent. Peu importe, c'est pas le sujet c'est que la réglementation avance. Certes, la SEC continue les actions contre les cryptos en général, même si la SEC a eu vraiment des grosses pertes, que ce soit au niveau des cryptos, que ce soit au niveau des exchanges, mais ça ne l'arrête pas et elle continue à faire son travail. Son travail, en tout cas, qui est parfois considéré comme étant allant trop loin, et ça c'est la Cour suprême des États-Unis qui le définit en expliquant que le périmètre de la SEC va peut-être trop loin. Justement, cette notion d'overstep est très importante et c'est quelque chose qui permet de prendre du recul par rapport à ce qui se passe au niveau de la crypto et au niveau de la réglementation. Oui, il y a les élections américaines qui arrivent, oui, c'est excessivement important, mais il y a plein d'autres choses qui sont en train de se mettre en place. On a eu déjà des lois qui ont été votées, qui continuent leur cheminement législatif dans lequel on sait qu'il n'y aura pas de veto, mais néanmoins, on sait que ça avance, et c'est très positif. Notamment, moi, ça a été vraiment ici le président de la CFTC, donc c'est un président très important, autorité quasiment aussi importante que la SEC, mais qui va sur les commodities. Je rappelle que les commodities, c'est par exemple l'or, et la SEC gère les securities étant par exemple le titre d'action. Apple, c'est une securities. Et là, ce qui est intéressant, c'est l'explication qu'il en donne. Et ça, c'est vraiment intéressant. Steady returns in digital asset commodities such as Bitcoin and Ether. In its decision, the court reaffirmed that both Bitcoin and Ether are commodities under the Commodity Exchange Act. Globalement, si je dois vous résumer, c'est simple, la CFTC nous explique que le tribunal d'Illinois a statué que Bitcoin et Ethereum sont des commodities et que ce serait certainement le cas de 70 à 80% des cryptos. Ça sous-entend que beaucoup de cryptos vont certainement exploser à un moment donné parce que le cadre de la réglementation qui nous avait fait très mal à l'époque, je ne sais pas si vous vous en souvenez, c'était en juin 2023, dans lequel la SEC avait dit lister toute une série de cryptos qu'ils allaient attaquer et qui déclaraient comme une securities, on avait pris moins 20% sur ces cryptos jusqu'à moins 30% sur certaines. Donc il y avait eu un impact qui était vraiment conséquent. Et là, on a quand même quelque chose qui nous retire de cet impact. Ça ne veut pas dire que c'est gagné, encore une fois, mais ça veut dire qu'on se dirige vraiment sur le bon côté, et c'est quelque chose qui est vraiment important. Surtout pour Ethereum. On sait qu'on a le TF Spot Ethereum qui est censé arriver, qui aurait dû arriver peut-être plus vite que prévu, et là actuellement nous avons ici une discordance au niveau des discours. D'un côté nous avons Gary Gensler de la SEC qui nous dit que eux, ils ont fait absolument tout ce qu'il y avait à faire et que tout était du côté justement des personnes qui émettaient cet ETF. Et là, nous avons les personnes qui émettent les ETF qui nous disent qu'ils attendent que la SEC justement donne plus d'informations pour vraiment terminer le lancement et que ce soit officiellement lancé. Le ETF Spot Ethereum qui est attendu par le marché et certainement aussi par Grayscale Capital qui attend cet ETF pour pouvoir liquider une partie de leur position et notamment les acteurs qui font partie de l'ETF Spot Ethereum Grayscale Capital, qui sont bloqués déjà depuis plusieurs années et qui ont envie de sortir une partie de leur liquidité et qui ont même besoin de sortir une partie de leur liquidité pour potentiellement rembourser certaines dettes. On pense forcément à Genesis, à DCJ, forcément on va avoir des mouvements qui vont être baissiers dans un premier temps, mais dans tous les cas, ça veut dire qu'on aura la possibilité d'investir encore un nouvel outil institutionnel pour de l'investissement sur les crypto-monnaies. Et on sait que ça bouge beaucoup parce que nous avons Goldman Sachs qui, justement, nous annonce le lancement de 3 fonds tokenisés d'ici la fin de l'année.
fin de l'année qui est dans 6 mois. Donc vraiment une rapidité d'exécution. On sait que nous avons BlackRock avec BUIDL qui fonctionne très bien, 500 millions de dollars qui ont été récoltés dans juste quelques mois de lancement. Et là, on se retrouve sur Goldman Sachs qui nous explique que tout simplement nous avons des nouveaux fonds qui seront tokenisés, et c'est normal parce que c'est une diminution des coûts drastiques pour ces sociétés-là. Imaginez bien que ce qui coûte le plus cher à une banque, c'est oui, la sécurisation, mais aussi les frais d'administration et de gestion des parcs informatiques et la sécurisation de ces parcs informatiques. Ce n'est pas pour rien que certaines institutions restent en COBOL, qui est un langage qui date de Mathusalem, parce que justement, la surface d'attaque est très compliquée et que même leurs infrastructures générales sont tellement instanciées dans ce langage-là qu'il est très compliqué d'assurer la migration vers un nouveau langage. Et ça a un impact vraiment très fort, et la blockchain résout ça, et les gens sont en train de s'en rendre compte. Quand je dis les gens, c'est-à-dire les banques et différents fonds d'investissement, et je pense que la notion de fonds tokenisés et de RWA, Real World Asset, c'est-à-dire le fait d'utiliser un objet du monde réel et l'instancier directement dans la blockchain, c'est quelque chose qui va être généralisé dans les années à venir, et ça va être vraiment l'utilisation de la blockchain en général. Alors, pourquoi je vous dis ça? Tout ça, c'est des nouvelles qui sont excessivement bullish. Pourtant, le marché, il est ce qu'il est. Il est mi-vert, mi-rouge, avec derrière des bonnes nouvelles, derrière des achats institutionnels au niveau des différents ETF spot Bitcoin. On voit que ça continue, même si le volume diminue. Alors comment ça se fait qu'on se retrouve sur un marché qui est vraiment mitigé? Là-dessus, ça viendrait certainement de cette partie macro qui est très importante, dans lequel hier nous avons eu des bonnes nouvelles. Nous avons eu les chiffres de l'inflation qui étaient vraiment attendus. Vraiment attendu par Jérôme Powell. Il nous l'a dit dans son discours de mardi, dans lequel pour lui l'économie n'est plus en surchauffe, mais qu'il attend encore et encore des confirmations. Et ces confirmations sont en train d'être données avec l'inflation qui chute. Pourtant, à côté, malgré cette chute de l'inflation, nous avons le Nasdaq qui a pris moins 3%. Nous avons le S&P 500 aussi qui nous a fait une très belle bougie pour aller potentiellement retester les 5550. Donc comment ça se fait que malgré ces bonnes nouvelles sur la macroéconomie est en baisse, et cette baisse, oui, impacte clairement les cryptos. Pourquoi? Parce que nous avons ici une baisse de l'inflation, oui, mais aussi une baisse des prix aux consommateurs. Et ça, c'est pas forcément positif. Pourquoi? En tout cas, pas pour différents types d'économies. Et c'est là que vous allez comprendre qu'il y a peut-être une dualité qui est en train de se former, en tout cas de se renforcer. Parce que la baisse, justement, des prix, il y a certaines sociétés qui ont la capacité, comme celles qui sont au Nasdaq, je veux dire, Apple peut augmenter son prix de 100 balles, bon, tous ceux qui achètent toujours le dernier iPhone continueront à acheter toujours le dernier iPhone, que ce soit avec plus de crédit ou moins de crédit, ça importe assez peu. Dans tous les cas, les personnes continueront à acheter. Il y en a qui ont une capacité à pouvoir augmenter leur prix, c'est ce qu'on appelle le pricing power. Là, ceux qui sont dans le Nasdaq ont cette capacité. Par contre, ceux qui sont dans le Russell, généralement qui sont pas forcément ces types de sociétés, n'ont pas la capacité. Et là, c'est là où c'est intéressant. On a le S&P et le Nasdaq qui s'effondrent, et le Russell qui nous fait une bougie totalement aberrante, dans lequel on est certainement proche de pouvoir casser cette zone de résistance ici. Et ça veut dire qu'on a bien une économie qui est à 2 vitesses au niveau des USA, et il va falloir vraiment surveiller ça. Mais est-ce que ça impacte autant que ça BTC? Alors je vais vous donner la réponse dans quelques instants, et avant il va falloir faire un point sur BTC. Oui, on voit que on est toujours sur deux scénarios. Le premier scénario étant le canal baissier qui est très important, qui nous donne un scénario baissier sur le court terme, mais du coup un scénario haussier sur le long terme. Parce que généralement quand c'est comme ça, c'est une zone de réaccumulation pour repartir à la hausse. Et nous sommes en train de travailler la partie basse de ce canal, qui est plutôt classique, et dans lequel on est en train de retravailler ici ce lot-là, et donc forcément ça joue énormément. Le deuxième scénario, qui est quant à lui ici, hop, on dézoome un petit peu, qui va être ce range, dans lequel on a fait une déviation étant justement une recherche de liquidité avec une cassure du range à la baisse, mais pour ça il faut impérativement réintégrer le canal, chose qui n'est pas encore fait et qui a même beaucoup de mal, étant donné qu'on est en train de travailler ici cette résistance qui est la représentation ici de ce lot-là, et qui est la représentation même tout simplement de la réintégration du range. On voit que le cours a beaucoup de mal, mais
Mais, encore une fois, ce qui est très intéressant, c'est que le cours en lui-même a peut-être beaucoup de mal, mais quand on compare à ce qui s'est passé sur S&P 500 et le Nasdaq, on se dit que BTC a bien tenu, et même très très bien tenu. Normalement, BTC ne tient pas autant quand on a une chute comme ça. Sur le Nasdaq, on a une chute quasiment de 3%, et quand on regarde ici le BTC, on voit que sur le rejet qui a eu lieu, c'est 4,8%. Somme toute, ça veut dire que on a quand même une résistance de BTC par rapport à ce qui se passe sur la macroéconomie. C'est quelque chose qui me rassure personnellement, qui renforce un biais que j'ai dans lequel certainement, si on a une compensation avec suffisamment de bonnes nouvelles au niveau de la crypto, on arrive à se maintenir même si on a une correction qui est relativement forte sur le Nasdaq et le S&P 500. On sait qu'à un moment donné cette correction arrivera, il y a des niveaux clés qui sont en train d'être retravaillés, mais ici il faut pas que ça impacte trop BTC. Pour ça il faut avoir beaucoup de nouvelles qui arrivent, et c'est un petit peu l'idée générale que l'on retrouve ici. L'autre point à noter, c'est que nous avons créé de la liquidité ici. Clairement, là, cette zone est une zone de liquidité dans laquelle certainement on aura une mèche pour aller chercher cette liquidité-là. L'autre point important, c'est que ici, nous sommes coincés donc entre cette résistance qui est très forte et ici, le bas-là, dans lequel nous avons le break-off structure qui a été effectué, et tant qu'on se maintient entre les deux, c'est plutôt bénéfique pour aller chercher à la hausse, dans lequel nous avons beaucoup de liquidation. Ça, on va aller voir dans quelques instants. Avant, je vais tout simplement vous montrer à quel point c'est intéressant de comparer BTC par rapport à SPX, donc SPX étant le S&P 500. Et on voit qu'on est bien dans un maintien de zone. Ça veut dire que généralement, quand on a une chute du SP500, on est censé avoir une bougie rouge qui arrive sur ce graphique-là. Ça veut dire qu'on a une sous-performance de Bitcoin. Parce que ça a toujours été le cas. Si Nasdaq et S&P 500 chutent de 1%, BTC généralement chute de 2, 3, 4, 5%. Quelque chose qui fait relativement mal. Et ce qui est intéressant ici, c'est que on se maintient vraiment, on est positif. Donc on a une forme de résilience qui est en train de se former et qui est bien en train de se valider. Et encore une fois, ça, c'est excessivement positif. Ça veut dire que là, nous avons bien une résistance qui se met en place et qui est très importante pour nous. Parce que si on ne l'a pas, ça sous-entend qu'on aura beaucoup de mal à repartir par la suite. Donc là, on est en train de maintenir des zones qui sont clés au niveau de BTC, grâce principalement aux nouvelles, mais pas que ça. Quand on regarde aussi la mise en place des liquidations, je vous en ai parlé tout à l'heure, ici nous voyons bien que nous sommes en train de créer beaucoup de clusters de liquidation sur les shorts, et on sait qu'on a beaucoup de shorts qui sont en train de se positionner sur l'ensemble de BTC, que ce soit directement sur MicroStrategy qui détient plus de 230 000 BTC, que ce soit autour de Coinbase, forcément gros acteur qui est présent pour les institutionnels et dans les différents ETF, parce que c'est lui qui s'occupe de la détention des bitcoins et qui détient énormément de BTC. On a une pression baissière short qui est très importante et qui est présente aussi sur Bitcoin à travers les ETF futurs Bitcoin, donc ce qu'on appelle le CME. On a l'habitude de le suivre. Donc forcément, on a une pression baissière qui est très forte et malgré ça, on arrive à tenir. Mais par contre, qu'est-ce qui se passe sur l'ensemble du reste de la crypto-monnaie? Alors on voit que la dominance est en train de se tenir, se maintient même très bien, dans une zone où on pourrait même considérer qu'on est dans une forme de compression, on voit bien quelque chose qui ressemble un peu à ça, qui est aussi dans le RSI dans une partie de compression. Donc je pense qu'on va avoir bientôt une sortie ici de la dominance, donc ça veut dire soit on a une dominance qui monte, donc on a un BTC qui va pousser tout seul, soit on va avoir une dominance qui va chuter, et à ce moment-là, il y a de grandes chances que les alts poussent. Alors, ça peut être soit dans une volonté de pousser à la hausse, donc ça veut dire directement avoir une accélération haussière, mais ça pourrait être aussi une forme de résilience qui pourrait se faire dans une chute. Même principe d'avoir ici une dominance qui monte parce qu'on a un BTC qui est en train de chuter, mais tous les altcoins sont en train de se faire liquider. Un petit peu ce que l'on avait connu justement dans la première phase de chute. Hop, on va reprendre ce graphique-là, pour être simple. Dans cette première phase de chute, ici, où les altcoins s'étaient fait liquider très violemment, et justement, on avait cette dominance qui s'était enfoncée. Du coup, quelle est la situation des alts? Alors, si je prends tous les alts, comptant aussi Ethereum, on voit qu'on a quand même un très beau rebond qui est en cours, qui est vraiment une zone clé, ici, de maintien, et qu'il va falloir tenir. On sait qu'on a une sous-performance d'Ethereum déjà depuis un certain temps, il va falloir maintenir ces niveaux-là, le temps justement que cet ETF arrive, que cet ETF dump une partie de ses Ethers, parce que oui, ce sera le cas,
Et ensuite, certainement, on partira dans une partie d'accélération haussière sur Ethereum avec une surperformance d'Ethereum sur les mois qui suivront par la suite, dans lequel on aura de la liquidité qui se déversera, comme on a pu connaître justement dans le début de BTC. Mais tout ça reste lié à deux choses. Un, la réglementation. Forcément, si on a une réglementation qui n'est toujours pas claire, avec des risques de sanctions, ça va être toujours très compliqué. Donc, première partie là, il y a la partie élection américaine aussi qui est très importante. Et la dernière partie, c'est la partie macroéconomie. On sait qu'on attend la Fed sur le pivot, justement, le changement des taux directeurs à la baisse. On sait qu'on attend encore le poids de l'intelligence artificielle et la validation de son poids et de son impact sur la macroéconomie générale, et notamment le Nasdaq et le S&P 500. Et tout ça est en cours de validation. Encore une fois, il faut être patient, c'est le principe de l'investissement, c'est le plaisir, même je pourrais dire, de l'investissement. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'oubliez pas, likez, partagez et abonnez-vous, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.